Bienvenue à chacune et chacun dans plus de 10 pays pour démarrer avec nous ce voyage au cœur des politiques publiques pour une enfance prometteuse et pour une meilleure société. Nous avons le grand honneur d'accueillir la parole de 3 ministres dédiés à l'enfance. Madame Guri Melby, de l'Éducation et de la Recherche en Norvège. Monsieur Mathieu Lacombe, ministre de la Famille au Québec. Et monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance en France. Merci. Merci, Madame et Messieurs les ministres, de votre présence et de votre implication sur ce terrain. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de reconnaissance, d'humilité et de joie que nous souhaitons adresser nos hommages les plus chaleureux à 2 grandes dames qui marquent de leur empreinte l'avenir de nos sociétés et que nous aurons le bonheur d'écouter. Madame Gabriela Ramos, tout d'abord, Sherpa de l'OCDE, directrice de cabinet du secrétaire général, qui depuis 2006 est la clé de voûte de l'OCDE, visant à placer l'humain au centre de l'action publique internationale. Et Madame Geneviève Avenard, chère Geneviève, défenseur des droits, qui par son engagement place également l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur de l'évolution de nos sociétés. Je salue enfin la présence sur cette scène virtuelle du docteur Boris Cyrulnik, qui nous fait l'honneur de sa participation. Nous l'écouterons, cher Boris, comme toujours, avec passion. J'ai donc le privilège d'ouvrir ce 3e congrès international au cœur de l'enfance sur le thème de la qualité au-delà des normes. Ce congrès, notre congrès, votre congrès, est un rendez-vous devenu incontournable tous les 2 ans, pendant lequel les regards des experts du monde et de la recherche, des professionnels de terrain et des influenceurs des politiques publiques vont se croiser. Se croiser pour changer le regard sur l'enfant, pour bâtir des sociétés plus inclusives et plus humaines, pour inscrire la petite enfance dans l'agenda des États comme sujet majeur et prioritaire. Et enfin, pour traiter le sujet de l'enfance dans une continuité, pour accompagner le parcours de chaque enfant et de sa famille, de la périnatalité jusqu'à l'école. L'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, que j'ai l'honneur de présider, accompagne les politiques publiques et les professionnels de l'enfance sur le terrain, en saluant tous les progrès qui ont déjà été accomplis. En effet, notre vision au sein de l'association est de rassembler, de fédérer, de travailler ensemble, main dans la main, par-dessus les océans, au-delà des différences de profession, au-delà des clivages, pour croiser sans cesse les savoirs et pour vous garantir l'accès à des ressources toujours actualisées sur la base des dernières évolutions scientifiques. La qualité dans l'accueil et l'accompagnement de la petite enfance est le meilleur investissement de chaque nation. La crise sanitaire vient de révéler des forces, des faiblesses et des défis. Elle nous pousse plus que jamais à réinventer tous ensemble un nouveau monde solidaire. Ces défis, nous allons maintenant les relever ensemble, solidairement, grâce à ce format inédit et très innovant de ce congrès Web Campus. C'est notre réponse collective et enthousiaste à un virus qui, s'il a pu nous priver du bonheur de nous asseoir tous ensemble ici à Paris, chers amis du monde entier, ne pourra jamais, jamais nous empêcher de nous mobiliser, de réfléchir et de construire pour faire avancer notre cause en faveur d'une éducation bienveillante et respectueuse du potentiel fabuleux de la petite enfance. Pour vous, chers amis, le train Petite Enfance et Parentalité 2020 en 3 langues, dont la première voiture sera dévoilée aujourd'hui. Ce train qui fera cette année le tour du monde, c'est l'avantage d'être virtuel et permettra un partage des connaissances scientifiques les plus à jour sur le développement de l'enfant. Ce train virtuel qui est le lien entre la science et les pratiques dans tous les pays à la rencontre d'initiatives de qualité si prometteuses. Nous aurons 5 étapes entre ce 30 juin et le 20 novembre. Nous vous ferons voyager pour les découvrir et rencontrer ceux qui les ont fait naître et ceux qui les font vivre. Nous aurons donc le grand plaisir de nous retrouver 5 fois au sein du Web Campus pour partager les fascinantes avancées du développement de l'enfant
ce véritable ciment de nos sociétés. Cette session introductive va être très riche et les prochaines permettront certainement plus d'espace pour les échanges. Mais en conclusion, je ne doute pas que vous allez apprécier ce congrès Web Campus pour lesquels les équipes d'Ensemble pour l'éducation pour la petite enfance se sont tant investies et je les en félicite chaleureusement et publiquement aujourd'hui. Je propose maintenant à notre déléguée générale, Nathalie Casso-Vicarini, de présenter les personnalités que nous avons le grand honneur d'accueillir aujourd'hui. Chère Nathalie, tu as la parole. Merci à toutes, merci à tous. Je déclare ce congrès ouvert. Merci, cher Président, cher Rudolf, et bon anniversaire. Voilà une façon très inédite de célébrer cet anniversaire. Madame Gabriela Ramos, chère Gabriela, vous êtes directrice du cabinet du secrétaire général de l'OCDE et Sherpa pour le G20. Vous avez contribué à l'OCDE à la concrétisation des priorités d'action mondiale, notamment dans le cadre du groupe des 20, le G20, du groupe des 7, le G7, du Forum de coopération économique Asie-Pacifique, l'APEC, et à la création du groupe des femmes du G20, le W20. Vous avez joué un rôle essentiel dans les travaux sur la transparence fiscale, sur l'intelligence artificielle et les données, sur les capacités excédentaires et le suivi des mesures prises en matière d'échange et d'investissement, ainsi que sur le climat, la croissance et l'éducation. En 2019, vous avez lancé, avec l'aval de la présidence française du G7, la plateforme des entreprises à l'appui de la croissance inclusive, Business for Inclusive Growth, réunissant 40 multinationales déterminées à réduire les inégalités. Votre exemple nous invite à la rigueur, à l'espoir, à la ténacité et à l'équité. Nous sommes profondément reconnaissants de votre chaleureux et enthousiaste soutien à la cause que nous portons. Madame Ramos. Merci. Madame Gabriela Ramos. Merci beaucoup Nathalie, merci pour ces mots aussi aimables. Et merci Monsieur Hidalgo, Monsieur la ministre Melby, Monsieur le ministre Lacombe, Monsieur Taquet. C'est vraiment un plaisir de faire l'inauguration de l'ouverture de cette troisième congrès que nous accueillons à l'OCDE. C'est ma dernière mission comme Sherpa et comme directrice de cabinet. Je serai à l'UNESCO demain, mais je suis fière de soutenir les efforts pour l'ensemble de l'éducation, pour tous vous qui sont vraiment partenaires et qui croient dans l'idée de créer l'infrastructure nécessaire, les soutiens nécessaires pour que nos enfants commencent la vie avec tous les éléments qu'ils ont besoin. So let me really welcome you to this third Congress. Et laissez-moi avec plaisir vous accueillir à ce troisième congrès. Je suis très heureuse de participer à ce congrès. Nous sommes séparés par la technologie et nous sommes ici pour nous souvenir que nous avons été séparés par la plus grande crise, cette crise qui nous a empêchés d'échanger. Ça a été une pandémie globale. Elle a créé beaucoup de fatalités parmi les enfants et dans la société. À cause des mesures de confinement et parce qu'il fallait contrôler l'expansion de la pandémie, nous avons dû fermer les services publics si essentiels, dont des centres d'éducation de la petite enfance qui sont si importants d'habitude. Le confinement a eu un impact très important dans notre société.
sur nos enfants, bien évidemment. Quand nous nous demandions comment avoir une approche inclusive, nous mettions la priorité et l'accent dans l'investissement de la jeune enfance, car nous savons à quel point c'est important dans le reste de leur vie. 90% des enfants qui vont en scolarité n'en font plus partie. Ces enfants vivent dans des situations différentes. Dans certains cas, ce sont des familles ouvertes qui peuvent aussi vivre ce confinement tout en continuant la scolarité et soutenir leurs enfants. Je pense que ça a été difficile. On en a parlé à l'OCDE. On a entendu beaucoup d'histoires entre le télétravail et la scolarité à la maison. Beaucoup d'autres familles ont été incapables de le faire. Parce que même dans les pays les plus développés, nous avons encore 20% d'enfants qui ne sont pas connectés. Donc, comment aurait-il pu rester en contact avec la scolarité sans être connecté? Ces études montrent que 1% de ces personnes n'ont pas d'endroit où travailler à la maison. Nous savons que la pandémie a créé des différences très importantes entre les uns et les autres. Et puis, il y a la question supplémentaire et les éléments intangibles, comme l'accès à la scolarité, les liens sociaux et familiaux. Beaucoup d'enfants reçoivent leur nourriture à l'école et cette pandémie les a empêchés. Le stress que cette pandémie a généré dans les familles, dont certains vivent dans des petits appartements, ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver, s'ils allaient pouvoir s'en sortir, s'ils savaient ce qui allait se passer en termes d'emploi, etc. Ceci a généré beaucoup de stress et nous savons que dans les familles, la violence a augmenté. Dans différents pays d'Amérique latine, pendant la période de confinement, la violence contre les femmes et les enfants, à cause de cette situation et de cette incertitude. Nous avons donc constaté que par le manque de cette scolarité, il y a eu des expériences tragiques qui ont été vécues et nous devons nous en occuper. Toutes les leçons que nous avons tirées des autres congrès, les recommandations que nous avons faites et avec tous les acteurs et les personnes qui prennent les décisions, tout ceci est 3 fois plus difficile qu'avant. Par exemple, nous pouvons maintenant parler aussi que ce n'est pas seulement l'accès à Internet, mais c'est aussi la capacité à travailler sur des outils informatiques. Il est important que nous fassions en sorte qu'ils puissent utiliser ces outils à l'avenir. Nous savons que c'est très différent de famille à famille, d'école à l'école, même dans les pays les plus développés. Certains professeurs le disent, les enseignants eux-mêmes ne sont pas à l'aise avec cette nouvelle technologie. Et vous avez un autre sujet. Les enfants sont maintenant surexposés aux technologies digitales. Que faisons-nous s'il y a une augmentation de la pornographie infantile?
s'il y a du harcèlement sur l'Internet. Il y a aussi un impact sur leur bien-être. Ce sont d'autres aspects que nous devons traiter et au niveau de l'OCDE, nous produisons donc des résolutions pour protéger les enfants sur l'espace Internet. Pas seulement les enfants, mais particulièrement les enfants, qui sont particulièrement ciblés. Pour résumer, il y a le manque d'accès à l'école et donc accès à la scolarité. La situation à la maison, l'incertitude à la maison, le stress et aussi cet assaut massif des technologies numériques. I know that your countries, and we are very proud to see that all of the countries around the globe, independently of their means, some better endowed, some less. Nous le savons, autour du monde, il y a des grands efforts pour continuer à soutenir les plus vulnérables dans les différents pays. Lors de notre dernière enquête, il a été clair que l'on continue à soutenir les vulnérables. Nous savons que nous aurons des niveaux de dette publique très élevés. La dette publique privée est déjà très élevée. Je sais qu'un jour, nous aurons besoin de réfléchir à ces sujets, mais aujourd'hui, nous devons continuer à soutenir parce que ce n'est pas encore terminé. Le virus n'est pas encore terminé. Tant que nous ne savons pas qu'il y aura ou non une deuxième vague, nous devons mettre des mesures en place et j'espère qu'il n'y aura pas un deuxième confinement. Ce sera sans doute très différent de ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Nous devons être attentifs et prendre des mesures adaptées dans nos pays pour protéger la vie des personnes et également pour soutenir l'activité économique. Je sais que nous avons aussi beaucoup parlé des travailleurs indispensables à la société. Ce sont notamment des femmes dans les hôpitaux qui ne sont pas très bien payées. Il y a aussi des aides-soignantes à domicile. Tous ces travailleurs essentiels, notamment ceux qui soutiennent nos enfants, ont le droit d'être soutenus et d'avoir plus de moyens et d'améliorer la manière et le contexte dans lequel ils travaillent. C'est une tâche que nous devons prendre en compte dans le cadre de cette crise. Quels sont les messages principaux? Continuons à soutenir la société et nos enfants. Et à l'avenir, comme le dit le secrétaire général des Nations Unies, si nous avons su avant la crise qu'en investissant dans la petite enfance, nous sommes sûrs d'adresser un sujet important pour l'avenir, pour la société. Et maintenant, nous savons que c'est 3 fois plus important. Il est important d'investir dans la scolarité, de soutenir les enfants. Nous nous sommes beaucoup focalisés sur des questions de profit. Nos ressources sont limitées, mais nous devons investir dans les personnes, dans les enfants. C'est sur une base pour pouvoir reconstruire la situation. Nous apprenons des autres, d'autres systèmes, et nous regardons comment améliorer notre travail au niveau de l'éducation, comment améliorer les connaissances des enfants le plus tôt possible, et faire en sorte que nous construisons leur capacité d'apprentissage à l'avenir, de construire des citoyens, non seulement pour qu'ils aient un enfant, mais pour qu'ils aient plus une vie solidaire, sociale, une vie bienveillante. Nous avons lancé des actions sur ces sujets. Et je suis persuadé que les pays, notamment la France, participent déjà dans ces efforts et nous espérons que vous participerez aussi à notre enquête
Nous sommes ici pour vous soutenir et vous permettre de faire un benchmark pour savoir ce qu'il faut faire, nous inspirer les uns et les autres, apprendre des autres et avec beaucoup de conviction pour que nos ressources et nos efforts puissent soutenir nos initiatives en faveur de la petite enfance. Je vous souhaite un très bon congrès. L'OCDE a plus de 110 briefs, notes techniques, et il s'agit de l'éducation, de l'environnement, différents sujets. Je travaille ici depuis 20 ans. Je pense que nous faisons un très beau travail à ce sujet pour que nous puissions soutenir les enfants. Je vous remercie. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Madame Gabriela Ramos. Merci de la puissance de vos propos pour nos sociétés. Madame Avnar est en train de nous rejoindre, mais je vais me permettre d'introduire le docteur Cyrulnik qui va maintenant intervenir. Docteur Cyrulnik, cher Boris, c'est un grand privilège de vous accueillir. Vous êtes neuropsychiatre, ancien animateur au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, d'un groupe de recherche en éthologie clinique que vous définissez comme un carrefour de disciplines. Vous êtes directeur d'enseignement du diplôme universitaire clinique de l'attachement et des systèmes familiaux. Et depuis l'Université du Sud Toulon-Var, vous êtes internationalement reconnu pour partager le concept de résilience, éclairé par les écrits de John Bowlby. Vous êtes l'auteur de plus de 30 ouvrages traduits dans plusieurs langues et unanimement reconnus qui nous éclairent sur nos formidables capacités à poursuivre notre chemin face aux défis de l'existence. Vous assurez la présidence du comité des 1000 jours auprès du président de la République et de notre secrétaire d'État Adrien Taquet, ici présent. Et nous avons grande hâte à vous écouter. Alors, j'ai beaucoup de mal à rester simple après une présentation aussi élogieuse. Je vous remercie, mais effectivement, le virus nous a mis à l'épreuve. Or, la partie biologique du virus, c'est rien. Un brin d'ADN enveloppé par une capsule qui rentre dans le cerveau ou dans les poumons, et c'est tout. Tout le reste est un phénomène anthropologique, c'est-à-dire la manière d'organiser la société et surtout la manière pour nos enfants d'organiser leur environnement. Or, pendant les premiers mois de l'existence d'un enfant, c'est-à-dire pendant les 300 premiers jours de vie intra-utérine, l'enfant, beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait, ressent ce que sa mère sent. Si sa mère est protégée par son histoire, par son mari, par sa famille, par la société, si la mère est sécurisée, l'enfant se débrouillera pour se développer au mieux de ses compétences et génétiques. Si la mère est insécurisée par son mari, par son histoire difficile, par la guerre, par la précarité sociale, à ce moment-là, l'enfant recevra une partie du stress de la mère. Et ce que je viens de dire, maintenant, on sait le doser et on sait le photographier. C'est-à-dire que lorsque la mère est stressée, les hormones du stress passent un peu trop dans le liquide amniotique et le bébé les déglutit. Sauf que le cortensile, la catécholamine, dans le liquide amniotique, c'est toxique pour le cerveau de l'enfant. Et l'enfant arrive au monde avec des altérations cognitives provoquées par le malheur de la mère. Je n'ai pas dit la mère, j'ai dit le malheur de la mère, qui fait que l'enfant arrive au monde altéré. Or, sur tout l'environnement maternel, on peut agir. On peut agir pour la sécuriser, on peut agir pour mettre en place des mécanismes d'aide ou de dépistage précoce de ces difficultés. Et si on agit sur la mère et autour de la mère, l'enfant se débrouillera pour bien se développer. Après sa naissance, le bébé vit encore dans les bras de sa mère, c'est-à-dire qu'il est encore contre son corps et il reçoit intensément l'expression de ses émotions. Et là encore, on peut agir. On peut agir si
le mari ne réagit pas tout à fait comme il faut, avec parfois un peu trop de violence ou d'expression des émotions toxiques pour la mère, donc toxiques pour l'enfant. Et si le foyer est stable, au moins pendant les petites années, à ce moment-là, l'enfant pourra reprendre un bon développement. Lorsqu'on constate des altérations cérébrales et affectives et psychologiques chez un enfant à ce stade de son développement, les dégâts sont très faciles à provoquer, mais les dégâts, la résilience est très facile à déclencher. Parce que le bouillonnement des neurones est tel à ce stade du développement qu'il suffit de sécuriser la mère pour que l'enfant soit sécurisé et il se débrouillera pour reprendre un bon développement résilient. En revanche, dès qu'il parle, c'est moins le corps de la mère qui est important, ce sont les récits qui entourent l'enfant. Et si les récits sont paisibles, l'enfant ne sera pas inquiété. J'ai un ami à Bordeaux qui a fait l'étude des syndromes psychotraumatiques des enfants après l'attentat des Twin Towers de New York en 2001. Il y a eu à Bordeaux énormément de syndromes psychotraumatiques faciles à diagnostiquer. Énurésie, encoprésie, troubles alimentaires, cauchemars, troubles du comportement. Ces enfants avaient un syndrome psychotraumatique pour un attentat qui avait été commis à New York. Dans le réel, ces enfants ne risquaient rien. Dans la représentation du réel, ils étaient traumatisés parce que les parents étaient anxieux et parce que la télévision passait en boucle un chef-d'œuvre de terrorisme. C'est-à-dire que là, on peut agir pour sécuriser les parents, pour empêcher le terrorisme, ça bien sûr, c'est facile à dire, et on peut entourer les parents pour que la transmission du trauma ne se fasse pas entre New York et Bordeaux. Alors cette résilience, elle est facile à déclencher. Mais l'idée nouvelle, c'est que le développement de l'enfant est un petit peu dépendant des déterminismes génétiques. Lorsque un spermatozoïde rentre dans un ovule, ça peut donner qu'un enfant, ça peut jamais donner un hippopotame ou une hirondelle de mer. Donc il y a un déterminisme génétique. Mais dès que j'ai dit ça, tout le reste est dû aux pressions de l'environnement sur lequel on peut agir. C'est-à-dire qu'on a un degré de liberté, on peut agir, on connaît les conditions de bon développement de l'enfant autour de lui, sa mère, la société, la famille, et connaissant ces bons développements, connaissant ces possibilités d'action, on a donc un degré de responsabilité. Et c'est donc un contrat social et un contrat affectif qui va permettre pendant ces 1000 premiers jours de donner à l'enfant un bon départ dans la vie, ou, si c'est raté, un départ difficile, mais on connaît aussi les facteurs de résilience, on sait comment rattraper facilement dans les premières années, mais plus on attend, plus ça sera difficile. Alors, si un enfant part mal dans la vie, il risque de prendre une trajectoire difficile et à l'adolescence ou à l'âge adulte, il faudra s'en occuper. Et les pays d'Europe du Nord, la Norvège, la Finlande, et les gens avec qui on a la chance de travailler, nous expliquent que bien s'occuper de ces enfants pendant les 1000 premiers jours, sur le plan social et sur le plan financier, c'est une bonne affaire. Ça vaut la peine de s'occuper des enfants. Merci, merci beaucoup, docteur Cyrulnik. On vous écouterait des heures. Madame Geneviève Avenard nous a rejoint. Madame Geneviève Avenard, chère Geneviève, vous êtes défenseur des enfants, adjointe du défenseur des droits depuis octobre 2014. Vous avez une expérience de plus de 30 ans en politique à destination des enfants, de la protection de l'enfance et de l'enfance handicapée, et une expérience de 25 ans auprès des conseils généraux. Vous êtes en outre vice-présidente du réseau des défenseurs des enfants européens, le réseau ENOC, European Network of Ombudspersons for Children. Et grâce à votre action et votre solide engagement, la petite enfance se conjugue au-delà des clivages, toujours dans l'intérêt de l'enfant. Nous sommes très heureux et très honorés de vous écouter. Merci. C'est très difficile d'intervenir après le professeur Cyrulnik. En tout cas, je suis très heureuse de participer à cette cérémonie d'ouverture de ce 3e congrès international sur la petite enfance.
Et je voudrais saluer l'énergie, le dynamisme, l'inventivité, la capacité à mobiliser et à convaincre, et également les qualités d'adaptation toutes extraordinaires qui ont été déployées par l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. La bienveillance aussi, chère Nathalie, j'ai failli ne pas pouvoir prendre le train et voyager, et merci pour cette invitation à vous et également à l'OCDE, cette invitation à voyager, à monter dans ce train de la petite enfance et de la parentalité. Alors, je m'exprimerai en qualité donc de défenseur des enfants, j'en dis défenseur des droits, qui est une autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution française et chargée de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits des enfants, de tous les enfants. Sur les quelques 3000 réclamations que nous recevons chaque année à ce titre, et qui émanent principalement de parents, plus précisément de mères, un bon cas concerne les plus petits, jusqu'à 6 ans. Des tout petits qui sont particulièrement concernés par la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée en 1989 par les Nations Unies, une convention qui est venue reconnaître à tous les enfants âgés de 0 à 18 ans des droits civils, sociaux, politiques, dans une double dimension à la fois de protection et d'émancipation, avec une finalité qui est très clairement inscrite dans la Convention, qui est de favoriser le meilleur développement de l'enfant ainsi que son épanouissement et son bien-être, de manière adaptée et progressive au fur et à mesure qu'il grandit. Une finalité qui peut se résumer dans le concept de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui relie les droits et les besoins fondamentaux, matériels, physiques, éducatifs, de sécurité et d'affection, et en garantit le respect. Des tout petits qui doivent être considérés dès leur naissance comme des personnes, des êtres humains à part entière, avec certes des vulnérabilités spécifiques, mais aussi avec des compétences et des capacités de compréhension de leur environnement, de communication, de conscientisation de leur identité propre, avec le désir d'apprendre et d'être en lien, de vivre avec les autres. Considérés également comme des sujets de droit propre et des membres actifs au sein de leur communauté de vie, qu'il s'agisse de la famille, des lieux d'accueil, de l'école. C'est pourquoi nous avons intitulé notre rapport annuel de 2018 « De la naissance à 6 ans au commencement des droits ». Et nous avons exploré si et comment les droits des très jeunes enfants étaient connus, appréhendés et effectivement mis en œuvre, au plan individuel comme au plan collectif, en ce qui constitue un levier extraordinaire pour la construction personnelle et sociale de chaque enfant, mais aussi un facteur d'égalité entre tous les individus. Avec une attention toute particulière pour cette période extraordinaire pour l'être humain, qui est la période des 1000 premiers jours qu'a décrite et présentée Boris Cyrulnik. Une phase à la fois extraordinaire de croissance et de transformation la plus rapide de l'existence humaine, tout en étant une période d'extrême dépendance vis-à-vis des adultes. D'une manière générale, ce que nous montrons, c'est que le non-respect des droits pendant la petite enfance est un facteur de difficulté pour l'avenir. Mais en même temps, nous rappelons, en nous appuyant sur de nombreux travaux, notamment des travaux scientifiques, que les effets de ce non-respect des droits sont réversibles, pourvu que soit mis en place un contexte de relations protectrices, bienveillantes et respectueuses avec des adultes et une qualité également de prise en charge de l'enfant. Pourvu aussi que les institutions, les professionnels, l'espace public, les lieux de socialisation des enfants, la société tout entière s'adaptent aux enfants et aux plus jeunes d'entre eux, et pas l'inverse, comme c'est le cas trop souvent, à leurs spécificités et caractéristiques propres, à leurs besoins particuliers, à leur rythme de développement. Aussi, pourvu que les capacités, les besoins ou les fragilités morales des tout petits enfants, leur intérêt supérieur, le respect de leurs droits
constitue bien une considération primordiale dans le choix des décisions qui les concernent pourtant directement et soit moins centrée sur les logiques des adultes. Alors, la période récente de pandémie du Covid-19 a mis malheureusement en évidence qu'il restait beaucoup à faire en France, comme d'ailleurs au niveau européen, pour atteindre ces finalités. En témoignent les observations et les analyses que nous avons partagées européen des défenseurs des enfants, le réseau ENOC, qui compte 43 membres. Nous avons ainsi adressé le 1er avril dernier une déclaration portant sur les droits de l'enfant dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 aux institutions européennes, ainsi qu'à chacun de nos États par les différents collègues. Il y a une chose que je veux dire aujourd'hui en cette ouverture de ce 3e congrès international. Je souhaiterais exprimer le sentiment que les enfants n'ont pas été réellement pris en considération comme des sujets à part entière de même valeur que les adultes, alors que leurs vies ont été profondément touchées et bouleversées par ce contexte, notamment les mesures de confinement, puis les mesures de distanciation sociale et les règles de sécurité sanitaire. D'abord considérés comme des clusters incarnés, ils ont dû ensuite faire face à des dispositions excessivement restrictives, sans que soient mesurés les effets de ces dernières sur les enfants, le respect de leurs droits et sur leur bon développement. Je pense aux bébés qui sont nés dans ce contexte, à leurs mamans qui n'ont pas pu être accompagnées et soutenues pour leur naissance et leur première semaine de vie, à eux et aux petits-enfants qui ont impérativement besoin des interactions avec les adultes et leur environnement. Je pense aussi aux petits scolarisés en école maternelle qui n'étaient plus réconfortés ou rassurés par suite des distances imposées. Les alertes posées par les professionnels de l'enfance, comme les médecins et pédiatres, ont été, hélas, inaudibles. C'est la raison pour laquelle le réseau ENOC a choisi pour thématique de ses travaux en 2020 les leçons à tirer de cette crise et de son incidence sur les droits des enfants. Et je voudrais conclure cette courte intervention sur une citation que nous avons inscrite dans notre rapport de 2018, qui est une citation de Catherine Dolto, qui dit « Bien s'occuper des tout-petits et de leurs parents, c'est faire de l'humain un horizon, et c'est le meilleur et peut-être le seul véritable rempart contre la barbarie. » Merci infiniment, Madame Avenard, pour votre voix puissante de confiance envers l'enfant. La crise du Covid-19 révèle en effet des forces, parfois même insoupçonnées, et des défis liés à la qualité éducative. La première étape de notre voyage sur la qualité au-delà des normes va commencer. Nous allons ensemble explorer comment se porte l'éducation de la petite enfance aujourd'hui. Et nous vous proposons d'entrer dans le vif du sujet en écoutant la parole de 3 ministres ayant accompagné la crise dans des contextes complémentaires. Alors, dans un premier temps, nous avons l'honneur d'accueillir M. Adrien Taquet, ancien élève de l'Institut d'études politiques de Paris, homme politique français représentant la République en marche. Vous avez été élu député dans la 2e circonscription des Hauts-de-Seine en juin 2017, puis vous êtes nommé secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé le 25 janvier 2019 dans le gouvernement Philippe II. Vous êtes chargé des politiques de protection de l'enfance, du soutien à la parentalité pendant les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant et de la lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants. Vous avez récemment soutenu notre initiative Enfance et Covid dans le cadre de la prévention et la réponse aux besoins des familles et professionnels de l'enfance. Nous vous en remercions vivement et sommes très honorés de votre participation. Monsieur le ministre, c'est à vous. C'est moi qui vous remercie, d'une part pour l'action que vous avez menée les uns et les autres, effectivement, au cours de cette crise, et vous remercier aussi pour votre invitation et me donner l'occasion de participer avec vous aujourd'hui à cette conférence. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je voulais saluer et remercier Rudolf Hidalgo, bien évidemment vous, chère Nathalie et Isabelle Figiosa, je pense qu'il doit être également parmi nous. Vous deux, comme Boris Cyrulnik, que je salue aussi tout aussi chaleureusement. Vous avez pris part, prenez part
même si nous sommes sur la finalisation de ces travaux et de cette commission autour des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant qu'un certain nombre d'entre vous avez évoqué, sur lequel je reviendrai. Saluer Gabriela Ramos, si elle se trouve toujours parmi nous, l'ensemble des intervenants et des organisateurs. J'ai compris que c'était une première mondiale que nous puissions nous réunir comme ça de façon virtuelle avec vous derrière des pupitres et moi qui me trouve je ne sais pas trop où, en tout cas je suis depuis mon bureau pour m'adresser à vous. Peut-être quelques mots sur effectivement introductifs sur l'impact négatif, même si on sait que l'impact, il nous faudra un peu de temps aux uns et aux autres pour mesurer réellement quels sont les différents impacts que cette crise a pu avoir sur nos enfants, avec des effets retard que l'on redoute un peu, mais d'ores et déjà, on le sait, en France comme ailleurs, les enfants ont été privés de leur école, privés de leurs activités extrascolaires, privés en réalité d'un tissu relationnel qui va bien au-delà du seul tissu familial, donc, qui est très important, mais dont on a senti au fil des semaines et des mois, et je parle aussi d'expérience personnelle avec mes 2 jeunes enfants, qu'être avec papa-maman, c'est très bien, c'est sécurisant, ça permet, j'y reviendrai, aux 2 membres du couple, quand ils sont 2, de se réinvestir autour de l'enfant, autour de ces dynamiques qui existent au sein de la famille. Mais on sent bien que les enfants, à un moment, ont besoin de sortir et d'élargir leur écosystème relationnel au-delà de la seule famille, et que les copains, les adultes tiers ont aussi évidemment un rôle important, et notamment dans l'équilibre psychologique. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a un impact probablement, on le sait, d'un point de vue pédagogique, et on sait qu'un certain nombre d'enfants ont un peu décroché d'un point de vue scolaire, et les différents gouvernements, je pense, c'est le cas du gouvernement français, ont d'ores et déjà initié un certain nombre d'actions, notamment pendant les vacances, avec le concept de vacances apprenantes, pour essayer d'atténuer au maximum le décrochage scolaire, mais aussi des effets probablement psychologiques sur les enfants. Là aussi, l'école, évidemment, les parents ont un rôle important à tenir pour essayer de détecter, même si ce ne sont pas des professionnels, il faut que nous les accompagnions à cet égard, et c'est ce que nous faisons, détecter un mal-être qu'il pourrait y avoir chez les enfants nés de ce confinement. On le voit là en sortie de confinement, mais la question à la rentrée en septembre sera toujours évidemment prégnante, puisque là, l'ensemble des enfants reviendront à l'école. Le confinement a eu des effets aussi sur la question des violences. On le sait, 80% des violences faites aux enfants ont lieu dans un cercle intrafamilial, en fermant les écoles, en se privant de nos yeux, en quelque sorte, puisqu'on sait que c'est là où se détecte un certain nombre de maltraitances, et en renvoyant les enfants dans leur foyer, eh bien, pour un certain nombre d'entre eux, c'était effectivement les exposer à des violences au sein du foyer, dans un contexte où on sait que les parents ont par ailleurs été très sollicités, puisqu'il fallait à la fois être parent, mais aussi professeur, mais aussi animateur, bref, parentalité dans toutes ses composantes, voire un peu au-delà, et qui ont pu conduire un certain nombre de parents, on le sait, jusqu'à des phénomènes de burn-out parental, et des associations comme celle que vous mentionnez. Beaucoup d'associations dont il faut saluer le travail ont pu accompagner les parents pendant cette période, qui était un peu à la recherche d'aide pour un certain nombre d'entre eux. Pour autant, en France, le 119, qui est le numéro de l'enfance en danger, a connu une hausse conséquente des appels durant la période du confinement, avec en moyenne près de plus de 60% des appels, avec des pics bien plus importants encore lorsque nous communiquions sur ce service-là, parce que nous avons beaucoup communiqué pendant cette période-là. Il y avait vraiment besoin de sensibiliser les Français à la vigilance, et besoin de libérer la parole qui était confinée dans le cercle familial. Donc des augmentations de 60% des appels, donc qui traduisent, sans grande surprise, j'ai envie de dire malheureusement, probablement une augmentation des maltraitances, mais qui traduisent aussi une vigilance accrue de la part de nos concitoyens, et d'ailleurs dans les mêmes proportions, le nombre d'appels émis par les voisins, ou encore par les enfants eux-mêmes, soit les enfants qui étaient victimes, soit par les copains dont ils voyaient à travers les réseaux sociaux, par exemple, ou les messageries instantanées,
que leurs copains étaient en difficulté, eh bien, appelaient le 119. Et donc, je pense qu'en France, véritablement, nous sommes en train, je dis ça très modestement et humblement, mais en train d'instaurer un petit réflexe 119, que nous sommes à un tournant et qu'un des enjeux pour nous en sortie de crise, c'est vraiment de capitaliser là-dessus et de ne pas louper ce tournant-là, et vraiment que ce sujet des violences faites aux enfants soit un sujet de société dont chacun d'entre nous s'empare, parce que ce type de sujet-là, ce n'est pas juste par la loi et grâce au gouvernement qu'ils peuvent se résoudre, évidemment. Et puis, on le sait, on sort nous sommes en train progressivement de sortir d'une crise sanitaire, et malheureusement, s'avance devant nous une crise économique et sociale puissante, auquel tous les gouvernements essayent voilà, de s'attaquer, de s'atteler, de réduire les effets. Mais on sait qu'il y aura une crise de l'emploi, qu'un certain nombre d'entreprises risquent de fermer, et ça va donc avoir des conséquences par ricochet en quelque sorte sur la situation économique et sociale d'un certain nombre d'enfants qui risquent d'être confrontés à une plus grande pauvreté encore qu'avant, et donc ça doit être aussi un élément de préoccupation majeur de notre part. Voilà, très brièvement pour partager, mais c'est des choses qui ont déjà été dites par Madame Ramos notamment, mais ce qu'on peut dire sur les effets de cette crise. Alors, pour revenir un peu au cœur du sujet, même si je pense qu'on n'en est pas en être trop éloigné, du moins je l'espère, sur cette période clé de la petite enfance. Alors là, au risque de partager des banalités avec chacun d'entre vous qui êtes expert, parfois bien plus expert que moi d'ailleurs sur ce sujet-là, et à commencer par Boris Cyrulnik, mais évidemment, la petite enfance est une période déterminante dans la vie. Boris Cyrulnik l'a très bien dit, le répète souvent. C'est un moment où, notamment durant ces 1000 premiers jours, où beaucoup de choses se jouent. C'est là où tout commence. Tout ne se joue pas. Boris l'a dit tout à l'heure, les choses peuvent être encore réparées. Ce qui est abîmé, ce qui s'abîme facilement peut être réparé facilement chez les jeunes enfants, mais cette période de la vie, la petite enfance, c'est un moment où un certain nombre de trajectoires commencent à s'initier. On sait que ça peut avoir un impact sur la vie d'adolescent, puis la vie d'adulte, et que c'est donc une période que nous devons investir massivement, parce que ça a un impact sur ce qu'on appelle la santé globale, ce que l'OMS a appelé la santé globale, c'est-à-dire la santé physique, psychique, mais tout ce qui est aussi développement cognitif, émotionnel, l'ouverture aux autres, au monde. Bref, ce sont à ces moments-là que se jouent un certain nombre de choses dont on sait qu'elles sont importantes. Et donc, la qualité des premiers contacts avec les parents, avec l'entourage, l'importance d'une grossesse et d'une parentalité qui se déroule dans les meilleures conditions. La question de la fréquentation de modes de garde qui sont le plus adaptés à l'enfant et aux parents. Voilà, toutes ces dimensions-là nous poussent, nous, pouvoir public, à investir dans cette période-là. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'évidemment, ça n'a pas d'effet, et le succès, l'efficacité ne se mesure pas qu'à un niveau individuel, mais aussi à un niveau collectif, au niveau de la société tout entière. On le sait bien, ce sont des périodes, là aussi, je paraphrase beaucoup Boris Cyrulnik, mais on sait qu'en termes d'inégalité sociale, un certain nombre de choses se jouent à ce moment-là, et que des choses qui ne sont pas accompagnées, qui ne sont pas prévenues, qui ne sont pas réparées au moment de la petite enfance, ont un coût économique et social sur la collectivité dans son entier très important. Donc là aussi, même si ce n'est pas forcément un penchant très français, nous avons tout intérêt à adopter une démarche bien plus préventive que ce que nous avons peut-être pour habitude de faire. Alors, d'autant plus que nous, notre projet politique, tel que nous le formulons, est effectivement, vous avez utilisé, je crois Nathalie, le terme tout à l'heure, de lutter contre ce qu'on appelle les inégalités de destin. C'est-à-dire essayer de ne pas attendre que les inégalités se forment et s'agrandissent pour, via la redistribution notamment, essayer de les réduire. On peut continuer à faire ça, mais on a envie d'avoir une approche plus préventive une fois encore, et essayer de s'attaquer aux inégalités au moment de leur formation. Alors, le rapport PISA, que vous connaissez bien, en 2018, que l'OCDE connaît bien, montre que la France se situe un peu au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE en lecture, en mathématiques, en sciences. Mais ce qui est important au regard du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est qu'en France, plus qu'ailleurs, les performances scolaires sont fortement corrélées
à l'origine sociale, et avec des corrélations qui sont particulièrement fortes pour notre pays. Alors c'est ce contre quoi nous devons lutter, cette espèce de déterminisme social. Alors il y a l'école qui joue évidemment un rôle très important, et en France, ce modèle d'école républicaine notamment, qui permet de lutter contre ces inégalités sociales, joue un rôle effectivement important, et c'est une des premières mesures fortes que le gouvernement a prises, que de réduire par 2 les classes, les effectifs des classes en CP et en CE1, donc pour les enfants de 6 et 7 ans, afin de lutter contre les inégalités. Mais on sent bien, on sait, puisqu'on le sent, que les inégalités sociales se jouent même avant. Vous le savez, à l'entrée à l'école, c'est-à-dire à 3-4 ans, un fils de cadre aura entendu 30 millions de mots de plus qu'un fils d'ouvrier. Un fils de cadre maîtrisera 2 fois plus de mots de vocabulaire qu'un fils d'ouvrier, parce que dans son environnement immédiat, il aura entendu davantage de mots, et que donc il est absolument nécessaire, et c'est tout le sens du projet des 1000 premiers jours de la vie que nous menons en France, absolument nécessaire, en gros, de reculer encore d'un cran par rapport à l'école et d'investir massivement sur la période qui va donc du 4e mois de grossesse. Enfin, bref, c'est tout l'accompagnement à la grossesse et à la périnatalité, jusqu'aux 2 ans de l'enfant, jusqu'à en réalité l'entrée à l'école. Donc c'est tout le sens effectivement du projet qu'a lancé le président de la République, de la nomination de cette commission autour des 1000 premiers jours de l'enfant auquel vous participez, Nathalie, et qui est présidée par Boris Cyrulnik, qui vient, sans trahir de secret, vous m'arrêterez si je me trompe, mais qui vient de finaliser son rapport, et rapport qui va être remis au président de la République incessamment sous peu, hein, dans les semaines à venir, avec un certain nombre de recommandations assez fortes, que nous allons peut-être réserver au président de la République dans un premier temps, si vous nous y autorisez, mais peut-être vous dire quand même qu'au cœur de notre projet d'action en faveur des 1000 premiers jours, et sans trahir, je pense, le sens de vos travaux, l'idée est en tout cas, s'agissant de la France, parce que peut-être que tout ce que je dis est pour mon homologue québécois des choses qui tombent sous le sceau de l'évidence, mais en tout cas pour la France, vraie volonté de mieux accompagner les parents dans ce parcours de parentalité, à des moments clés, dans des lieux qui soient identifiés et avec des outils adaptés. Alors, quelques exemples. Il y a effectivement cette nécessité, c'était une des premières demandes du président de la République à l'attention de votre commission, de mieux informer et de mieux orienter les parents. Il faut les accompagner avec des messages de santé publique forts. Ce que nous disent les parents français aujourd'hui, hein, ils se sentent un peu paumés en réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'informations, il y a des injonctions contradictoires, et ils ont besoin de repères, et que sans tomber dans le normatif et en étant voilà, plus dans une logique d'aide et d'accompagnement et de repères, être en mesure de leur donner, de les aider. Il faut aller vers les familles, les informer davantage sur les bénéfices du jeu, de l'éveil à la nature, sur le caractère pernicieux de l'exposition aux écrans avant 3 ans, par exemple, un sujet qui monte sur l'importance de bâtir des liens d'attachement forts. Alors ça passera par le partage de ces messages de santé publique avec les Français, notamment au travers d'un parcours de parentalité un peu plus systématisé, qui sera jalonné d'autant d'occasions de partager ces messages de santé publique avec les Français, en systématisant l'entrée dans ce parcours, qui est l'entretien prénatal précoce, et en créant des outils de diffusion d'informations qui seraient remis à chaque nouveau parent. Un deuxième sujet important qui est de redonner du temps aux parents et à la famille. On le sait, les neurosciences l'apprennent chaque jour, le confirment chaque jour, qu'une présence renforcée des parents auprès de l'enfant durant sa première année de vie, en particulier, favorise son développement cognitif. Donc investir la relation à l'enfant, et ce dès avant l'accouchement en réalité, favorise notamment l'attachement du deuxième conjoint à l'enfant. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je suis partisan, et je crois qu'un certain nombre de membres de la commission avec moi, de l'allongement d'une réforme du congé paternité dans notre pays, qui est assez court aujourd'hui, on peut le dire, si on le compare à d'autres pays de l'OCDE,
et d'autres pays européens, puisqu'aujourd'hui, le congé paternité, c'est 11 jours, auxquels s'ajoutent 3 jours de congé de naissance. Je pense qu'il y a aujourd'hui que les conditions sont réunies pour que nous puissions allonger ce congé paternité avec des questions qui ne sont pas simples, qui doivent encore être résolues sur le caractère obligatoire, par exemple, de ce congé paternité ou pas. Voilà, pour s'assurer que tout le monde, quel que soit son origine et surtout quel que soit son milieu professionnel, puisse véritablement prendre ce congé. Aujourd'hui, le congé paternité en France, c'est près de 70% des pères qui le prennent, mais dans 80% des cas, ce sont des CDI et dans moins de 50% des cas, ce sont des CDD. Donc on voit bien qu'il y a une inégalité quand même devant le congé auquel il faut bien veiller. Et puis la réforme du congé paternité, dans mon esprit, n'est qu'une première étape vers une réforme plus globale des congés parentaux dans notre pays. Vous le savez, aujourd'hui, ils sont assez longs, ce sont 3 ans, mais ils sont assez mal rémunérés et donc ils sont pris déjà très très grande majorité par les femmes, puisque les inégalités salariales entre hommes et femmes sont ce qu'elles sont, que vous connaissez, et par ailleurs, c'est plutôt une prise de congé subie avec des arbitrages économiques à la marge, c'est pas vers une véritable démarche de présence auprès de l'enfant. Voilà, et puis dernier point peut-être, et je conclurai parce que je pense que je suis un peu long, il faut évidemment, et c'est en lien avec le point précédent que j'évoquais, que nous investissions encore davantage dans le champ des modes d'accueil. Alors, il faut tout de même saluer ici le travail qui a été effectué par ma collègue Christelle Dubos, qui est secrétaire d'État comme moi auprès d'Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, et qui, en cette période de crise, a réussi à activer un soutien financier considérable qui a pu bénéficier à 427 000 places d'accueil pendant la crise. Christelle Dubos et la Caisse nationale des allocations familiales, évidemment, dont le rôle est cardinal dans notre pays, et c'est une offre, un effort inédit qui nous a permis de maintenir notre offre malgré la crise, mais nous devons faire encore plus. En France, il y a une vraie inégalité par rapport au mode de garde. Vous le savez probablement, un enfant qui est né dans une famille pauvre, il n'a que 5% de chances d'être accueilli en crèche, alors que pour les enfants des familles aisées, c'est 4 à 5 fois plus de chances de bénéficier d'une place en crèche. Donc là, il y a aussi une véritable inégalité face aux places en crèche sur lesquelles nous devons travailler et sur lesquelles nous travaillons dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Voilà, il y a aussi en termes de contenu de ce qui se passe dans ces établissements d'accueil des jeunes enfants, aussi une petite révolution à faire dans notre pays très probablement avec un vrai projet pédagogique, parce qu'on sait que dès le plus jeune âge, on peut susciter l'éveil, le développement et favoriser le développement cognitif de ces enfants. Et là aussi, c'est des choses que nous devons systématiser auprès des professionnels et des structures. Voilà, et puis plein de choses, je pense, assez innovantes qui peuvent être envisagées en la matière. Je pense notamment à tout ce qui est crèche à horaire atypique. Votre collègue norvégienne en parlera peut-être tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il en est en Norvège, mais moi j'avais été assez marqué par ce qui est mis en place en Finlande avec des crèches qui accueillent des enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dont on se rend compte quand on en fait le bilan qu'elles bénéficient aux personnes qui ont des boulots plutôt précaires. Voilà, donc en gros, ce projet des 1000 jours, c'est un peu démentir Bourdieu et tous les tenants du déterminisme social. Voilà, c'est faire en sorte que la politique publique que nous menons et cet investissement massif que nous devons avoir sur la petite enfance, qui est, je pense, assez inédit à ce point dans notre pays, puisse permettre de véritablement et efficacement lutter contre les inégalités de destin pour offrir à chaque enfant de notre pays une vraie égalité des chances. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous avez salué Isabelle Filiosa tout à l'heure. Elle est sur scène en face de vous, dans l'amphithéâtre. Voilà, je ne l'ai pas vue. Elle est là avec nous. Bon matin, très chère Geneviève. Quel bonheur de t'accueillir. Quand c'est l'heure du Québec, en France, c'est la cerise sur le Sunday. Nos équipes travaillent de concert et nous avons mis au monde un premier bébé qui s'appelle 10 mois, la première série sur le développement de l'enfant, visible sur YouTube et dans le train. Tu es directrice générale de l'Association québécoise des centres de la petite enfance, ce sont les crèches en France. Tu es une experte reconnue, généreuse et appréciée
dans le monde de la petite enfance et tu œuvres depuis 2004. Tu as une grande connaissance du processus éducatif et des déterminants de la qualité. Vos travaux à l'Association québécoise des centres de la petite enfance nous inspirent et nous guident. À toi la parole, chère Geneviève. Merci énormément, Nathalie. Merci tout spécialement. Je pense qu'on va entendre la ministre Melby tout à l'heure, Monsieur Taquet, Monsieur Lacombe qui est là. Bien sûr, tout à l'heure, j'étais toute excitée d'entendre Monsieur aussi Cyrulnik, qui est une référence en la matière, et bien sûr, Madame Abner, que j'avais eu la chance d'entendre en 2018. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous pour cette 3e édition du congrès. On aurait bien sûr souhaité être en présence physique à Paris, mais malheureusement, le contexte fait que ce n'est pas possible. Mais je pense que c'est vraiment important de remercier tout particulièrement Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, Nathalie, avec qui j'ai eu un coup de cœur il y a déjà 4 ans et avec qui on a fait plusieurs projets extraordinaires, Monsieur Hidalgo aussi. Merci d'être là, merci d'être si innovant à toutes les fois et de savoir tant vous adapter. Bravo à toute l'équipe d'Ensemble pour l'éducation. C'est en côtoyant des gens de partout à travers le monde, des experts, des passionnés, hein, comme vous tous qui assistez en ce moment à cette conférence, qu'on devient tous meilleurs pour nos tout-petits. Nous croyons que l'expertise unique du réseau des CPE-BC, hein, donc nos crèches québécoises, peuvent bénéficier à d'autres et à d'autres familles dans le monde, mais que nous pouvons aussi bénéficier de l'expérience et de l'expertise des autres pays en la matière. J'entendais M. Taquet tout à l'heure nous parler des avancées de la France, qui nous inspire beaucoup. Nous avons tous à gagner de s'inspirer et à faire mieux pour nos tout-petits à l'international. Madame Ramos l'a dit tout à l'heure, c'est en investissant maintenant dans nos tout-petits qu'on va relancer et survivre à des crises comme celle, entre autres, du COVID. Notre plus grande richesse se trouve dans la diversité de nos pratiques, à travers nos regards individuels et collectifs et à travers nos contextes qui sont uniques et pour lesquels on est capable de trouver des adaptations. Comme vous le savez, le printemps 2020 aura été un moment charnière. La pandémie a ouvert de nombreuses discussions à travers les pays afin de cibler les meilleures pratiques, de voir les succès, de voir les défis qu'on a rencontrés pour essayer d'améliorer notre offre aux familles et aux tout-petits. Cela occasionnera forcément des partenariats plus soudés que jamais. Je pense entre autres à ce qu'on a fait avec le projet 10 mois et les autres projets que nous avons avec notre partenaire Ensemble pour l'éducation à la petite enfance. Si personne ne pouvait prédire l'avenir et le défi qu'on vient de rencontrer, on sait maintenant que c'est important d'avoir un filet de protection solide pour nos tout-petits et nos familles. Et j'espère que nous serons tous en mesure de tirer des apprentissages de cette crise pour être plus bienveillants à leur égard. Donc, bien, merci pour votre écoute. J'ai la chance de présenter M. Lacombe, qui est notre ministre de la Famille ici au Québec. C'est un intervenant majeur dans l'épanouissement des familles québécoises, mais qui aussi jeunes enfants. Alors, M. Lacombe est ministre de la Famille depuis 2018, année de son élection. C'est le plus jeune ministre du gouvernement actuellement et il est aux commandes donc depuis mars dernier d'une délicate et inédite gestion de crise causée par l'actuelle pandémie, dont les impacts sur les réseaux, entre autres des services de garde éducatifs, ont été tentaculaires. Donc, M. Lacombe détient un baccalauréat spécialisé en journalisme de l'Université d'Ottawa. Il a déjà fait beaucoup en 2 ans pour essayer d'améliorer la condition des tout-petits et des familles, mais plus particulièrement des tout-petits qui sont vulnérables. Je lui cède la parole avec beaucoup d'enthousiasme. À vous, M. Lacombe. Merci beaucoup, Geneviève. Bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous, virtuellement du moins. C'est vrai qu'on aurait tous aimé être avec vous à Paris pour participer en personne à ces échanges, mais je trouve que le format virtuel comme ça est innovant et puis ça nous permet donc d'être capable quand même d'échanger sur ce sujet qui est tellement important. Donc, d'abord, ça me fait plaisir d'être là, mais je veux remercier les organisateurs donc de cette activité, de ce congrès qui ont dû vraiment faire preuve d'innovation, je le disais, pour être capable
de tenir tout ça. Salutations chaleureuses aussi à Madame Casso-Vicarini, que j'ai eu le bonheur aussi de rencontrer il y a déjà quelques mois lors de son passage au Québec, plus précisément à Montréal. Donc, ça me fait plaisir de vous revoir et je me rappelle bien de toute votre fougue et de votre détermination. Donc, ça me fait particulièrement plaisir de vous revoir aujourd'hui. Je commence peut-être par vous dire qu'effectivement, la crise a eu des répercussions importantes, évidemment, sur la scène internationale et dans chacun des réseaux dont on s'occupe. Ici au Québec, je vous dirais que peut-être deux choses. La crise a eu des impacts sur le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, mais a aussi eu, je dirais, nous a servi d'outil pour être capable de mieux passer à travers la crise en étant en mesure d'accueillir les enfants, par exemple, des travailleurs du réseau de la santé, des travailleurs qui étaient en première ligne pour lutter contre la COVID au plus fort de la crise ici au Québec, avec des mesures d'hygiène particulières et avec toute l'expertise qu'on connaît au centre de la petite enfance et puis aux garderies. Je vous souligne aussi que je le disais, en fait, je l'entendais tantôt, j'entendais Mme Ramos, si ma mémoire est bonne, nous souligner le fait que les États partout dans le monde vont être confrontés au fait que les finances publiques vont être amochées par cette crise sanitaire et que les déficits vont probablement exploser un peu partout. Au Québec, on n'y échappera pas, le déficit qu'on anticipe est déjà important, mais j'entendais donc Mme Ramos nous dire que c'est important de continuer d'investir en petite enfance malgré ces déficits qui se dessinent. Et je suis heureux de souligner qu'au Québec, on a fait ce choix-là. On continuera de le faire, mais au plus fort de la crise, on a aussi décidé, et ça a été un choix politique parce que c'était important de le faire, de maintenir le financement des services de garde éducatifs à l'enfance, même si la majorité d'entre eux étaient fermés et que d'autres accueillaient, je le disais, les enfants dont les parents travaillaient en première ligne pour lutter contre la crise. On a aussi, à travers tout ça, continué d'avoir un œil plus particulier sur les enfants qui vivent dans un contexte de vulnérabilité, donc rapidement avec l'aide du réseau, parce que tout ça, c'est vraiment fait en toute solidarité. Au Québec, les centres de la petite enfance, les garderies ne sont pas étatisés, donc il n'y a pas de lien direct. Bien sûr, le gouvernement du Québec finance la majorité du réseau, mais il s'agit tout de même d'un réseau qui est indépendant. Donc, Geneviève Bellil, que vous avez entendu, qui m'a présenté, a été une alliée, notamment dans tout ça avec son association, parce que vraiment tout le monde devait se relever les manches et on devait tous travailler ensemble. Donc, ça a laissé place à des situations où habituellement, on va le dire, il y a une certaine rivalité entre certaines parties de nos réseaux et cette rivalité-là, on voit parfois laisser toute la place, vraiment toute la place à une belle solidarité où tout le monde a travaillé ensemble. Donc, je pense que c'est important de le souligner. Je voulais aussi vous dire, c'est intéressant, j'entendais M. Taquet nous relater qu'en France, il y a eu une hausse des signalements pendant la crise. C'est intéressant parce que c'est l'inverse ici au Québec. On a plutôt noté une baisse en moyenne, tout dépendant des régions, de 30 des signalements à la Direction de la protection de la jeunesse, qui s'occupe donc de recueillir les appels de gens qui sont inquiets lorsqu'il y a de la maltraitance auprès des enfants. Donc, c'est intéressant de voir peut-être le contraste. Il faut dire qu'au Québec, les enfants sont pour la plupart dans des centres de la petite enfance ou dans des garderies entre 0 et 5 ans. Et souvent, les éducatrices ou les gens qui les côtoient sont les premiers à dénoncer des situations de maltraitance à la Direction de la protection de la jeunesse. Donc, le fait que la plupart des enfants aient été coupés de leur service de garde éducatif à l'enfance pendant la pandémie, ça fait en sorte qu'il y avait moins d'yeux pour voir ce qui se passait peut-être plus mal pour eux et que le nombre de signalements a baissé. Donc, j'entends M. Taquet dire qu'il est fier de ce qui se passe en France, de voir qu'il y a une conscientisation. Je pense qu'on pourrait peut-être effectivement s'inspirer de ce qui fonctionne bien en France pour voir comment on pourrait l'appliquer ici. Puis, sur la crise, je termine en disant, quelqu'un, et je ne me rappelle pas qui m'a dit ça pendant la crise, mais quelqu'un nous soulignait, c'est lorsqu'il pleut très fort puis qu'il y a une tempête à l'extérieur qu'on voit dans la maison où sont les fissures. La maison étant notre réseau des services de garde éducatifs à l'enfance au Québec. Et je vous dirais qu'il a plu très fort. Et on a vu où sont les fissures. C'est un réseau qui est complexe au Québec, même si c'est un beau réseau, même si c'est un réseau qui fait l'envie de beaucoup
d'autres États à travers le monde. C'est un réseau qui est complexe où on a des organisations à but non lucratives, les CPE, où on a des entreprises qui sont des garderies subventionnées par le gouvernement pour que le parent paie moins cher, des entreprises par ailleurs qui sont parfois 100% privées où le parent paie plus cher, de la garde en milieu familial. Et ça nous a démontré qu'on a vraiment tout un défi. Donc, toute une gestion de crise. Je suis persuadé que vous avez été dans le même bateau. Mais on est ici aussi pour parler de qualité. Donc, je m'en voudrais de ne pas souligner la façon quand même dont on voit ça au Québec. D'abord, il faut comprendre que la notion de qualité au Québec, de plus en plus, je pense que ça a présidé à la création des centres de la petite enfance il y a maintenant plus de 20 ans, mais de plus en plus, ça s'enracine dans nos façons de faire, notamment par l'adoption de projets de loi à cet effet-là. Au Québec, nos professionnels de la petite enfance sont plus que des gardiennes, ce sont des éducatrices qui sont donc des professionnels qui ont la responsabilité d'assurer la santé, la sécurité des enfants, puis ultimement donc de favoriser l'égalité des chances. Elles appliquent un programme éducatif qui est par ailleurs obligatoire dans tous les services de garde éducatifs à l'enfance. C'est plus qu'un souhait, c'est enchâssé vraiment dans notre loi, dans nos règlements. Ça se traduit, cette qualité aussi, par exemple, oui, par le programme éducatif, mais aussi par le fait que le ratio entre les éducatrices et les enfants, donc de combien d'enfants une éducatrice peut avoir la responsabilité, ça c'est encadré. Même chose pour le nombre d'éducatrices qualifiées qui doivent être présentes chaque jour. Il doit y en avoir une majorité. 2 éducatrices sur 3 doivent détenir une formation, soit un diplôme d'études collégiales de 3 années ou d'autres formations qui sont équivalentes. Parallèlement à ça, le ministère de la Famille, c'est assez récent, a mis sur pied une mesure d'évaluation de la qualité. Ultimement, les services de garde éducatifs à l'enfance vont être évalués et devront passer le test. Et s'ils ne passent pas le test, on va les accompagner pour qu'ils puissent améliorer leurs résultats. Mais les résultats préliminaires jusqu'à maintenant, Geneviève pourrait en témoigner, sont encourageants. Il y a tout près de 80% des services de garde éducatifs qui ont été évalués qui passent le test de façon satisfaisante. L'autre élément qui est important, et on en parle beaucoup, c'est l'importance de travailler de façon concertée, même à l'intérieur des gouvernements. Ça peut être difficile parfois pour un État de faire en sorte que tous les ministres et tous les ministères travaillent ensemble. C'est un défi qu'on tente aussi de relever au Québec avec notamment le ministère de l'Éducation puis le ministère de la Santé. Donc, des enjeux communs, évidemment, sur le développement des jeunes enfants. On a une partie de la solution au ministère de la Famille, avec nos centres de la petite enfance, nos garderies, mais il y a une autre partie de la solution qui se trouve notamment au ministère de la Santé, où il y a une initiative qui s'appelle Agir tôt, qui a été mise sur pied, où on veut détecter le plus rapidement possible les problèmes de développement des enfants qui vont, si on ne s'en occupe pas, se traduire par des difficultés d'apprentissage à l'arrivée à l'école. Donc, il y a cette partie qui est assurée par le ministère de la Santé. Et il y a aussi une partie assurée par le ministère de l'Éducation où on met sur pied des maternelles 4 ans qui seront universelles partout au Québec pour notamment les enfants dont les parents font le choix de ne pas les envoyer à la garderie ou au centre de la petite enfance. Il y en a qui prennent cette décision-là, mais qui seraient peut-être plus portés à envoyer leurs enfants à l'école. Donc, c'est un choix qu'on va aussi rendre disponible. Bref, depuis sa création, le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance a vraiment la volonté, et je parle du réseau parce que c'est constitué des gens sur le terrain, autant le gouvernement que les gens sur le terrain ont cette volonté d'offrir des services de qualité. C'est une volonté qui est guidée par notre politique familiale au Québec. C'est une création unique en Amérique du Nord. On en est bien fiers, on aime le souligner parce que c'est quelque chose qui est transpartisan, qui traduit la volonté de la collectivité. Donc, c'est une ligne directrice que suivent pratiquement tous les gouvernements qui accèdent au pouvoir ici au Québec, peu importe le parti politique. Mais rien n'est parfait, donc aussi beau, aussi bon soit-il, notre réseau a aussi ses défis.
À sa création, lorsqu'il a été créé, le réseau avait comme ambition de répondre d'abord et avant tout aux besoins des familles issues de milieux défavorisés, pour que les enfants, justement, puissent avoir une chance de développer leur plein potentiel, puis puissent avoir une chance égale. Aujourd'hui, force est de constater que cet objectif-là, bien humblement, n'est pas complètement atteint. Il nous reste beaucoup de travail à faire. Il faut comprendre que nos centres de la petite enfance, c'est un modèle qui est subventionné par l'État, oui, mais qui est imprégné par l'idée que c'est la communauté qui doit se prendre en main pour se doter d'un centre de la petite enfance. Donc, les projets de CPE naissent lorsque la communauté s'unit et dépose un projet. Et ensuite, c'est administré par un conseil d'administration qui est formé notamment de parents et de gens de la communauté. Le défi, c'est qu'on constate que les milieux qui sont davantage capables de s'organiser, bien, ce sont les milieux qui sont habituellement mieux nantis. Ce qui fait en sorte qu'on retrouve beaucoup d'enfants issus de la classe moyenne, de milieux aisés, très bien nantis même, qui ont davantage accès à des places subventionnées en centre de la petite enfance que dans les milieux défavorisés. Malgré qu'on crée beaucoup de places au Québec, malgré que la courbe soit toujours en progression, notamment dans les milieux défavorisés, puis dans les communautés autochtones, malgré la création du ministère de la Famille il y a maintenant plusieurs années, malgré l'injection de plus de 2,5 milliards de dollars par année dans le réseau, on constate que les quartiers les plus défavorisés, ceux qui ont le plus de défis liés à la défavorisation, sont ceux où on retrouve le moins de places subventionnées et le plus de places qui ne sont pas subventionnées. Donc, vous comprenez que cette disparité-là, ça a un impact qui est direct sur les familles des milieux défavorisés, des familles donc qui doivent souvent débourser plus cher ou finalement faire le choix de garder les enfants à la maison quand ces enfants seraient ceux qui en bénéficieraient le plus, qui auraient le plus besoin de stimulation. C'est un non-sens, je pense. Il faut vraiment remédier à cette situation. Je ne dis pas qu'on devrait retirer des enfants qui sont déjà là pour céder la place à des enfants issus de milieux plus défavorisés ou qui sont en contexte de vulnérabilité, mais je pense qu'on doit voir ce problème-là d'une façon plus globale et on doit bien sûr étendre le réseau, c'est une chose, mais on doit faire en sorte d'aller vers les communautés d'abord plutôt que d'attendre que les communautés viennent vers nous. Et je parle des communautés plus défavorisées. Donc, on doit aller vers elles, on doit les prendre par la main, en quelque sorte, et on doit être capable d'agir aux endroits où on en a le plus besoin pour qu'on soit capable à terme d'avoir plus d'enfants qui commencent la maternelle avec moins de vulnérabilité. Vous avez vu, on a fait beaucoup de chemin au Québec. Je le disais, le budget qui est consacré à ça, au service à la petite enfance, c'est le troisième budget en importance au Québec après la santé, l'éducation. Il y a les services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, on met beaucoup d'argent parce qu'on y croit, mais en même temps, on voit dans une enquête qui vient d'être réalisée, qui avait eu lieu en 2012, qui a été répétée en 2017, l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle. Ce que ça nous apprend, c'est qu'entre 2012 et 2017, il y a plus d'enfants qui commencent la maternelle avec une vulnérabilité dans au moins un de leurs 5 domaines de développement. Donc, quand je disais que rien n'est parfait, ça nous démontre que même lorsqu'on dépense beaucoup d'argent et qu'on a de bons services, ben, il faut d'abord et avant tout viser ceux qui en ont le plus besoin pour avoir le meilleur impact. Donc, je vous dirais que personnellement, comme ministre de la Famille québécois, c'est un défi que je me suis donné avec mon équipe d'être capable d'aller vers les communautés. Donc, en conclusion, au Québec, du moins en 2020, si on veut parler de qualité d'un niveau de service de garde éducatif à l'enfance, il faut parler aussi d'accessibilité pour ceux qui en ont le plus besoin. Je pense que tous les gouvernements partout dans le monde devraient se questionner sur cet enjeu-là, que lorsqu'on offre un service, on doit d'abord et avant tout rejoindre ceux qui en ont le plus besoin. Je disais tantôt, au Québec, on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans le développement et la mise sur pied de nos politiques pour les familles, pour la petite enfance, pour l'éducation. On est un gouvernement actuellement qui a fait de l'éducation sa grande priorité. Bien sûr, il y a la santé, bien sûr, il y a l'économie, mais pour notre premier ministre, actuellement, l'éducation, c'est la priorité du mandat.
et on fait probablement plus que nos voisins en Amérique du Nord, certainement davantage qu'ailleurs au Canada. Mais je le disais, il reste encore tout de même beaucoup de défis. On a un modèle qui est encore jeune, mais on est fiers d'avoir ces défis-là à relever parce qu'on a fait beaucoup de chemin. C'est un défi qui est un défi de taille. Aller rejoindre les plus vulnérables, ça demande beaucoup de travail, mais je pense que c'est notre devoir de s'assurer que les services qu'on offre puissent rejoindre ceux qui en ont le plus besoin. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous avons beaucoup de chance de vous écouter. Deux ministres, jeunes papas, très convaincus par la nécessité de l'investissement social. Et je propose de donner la parole à Madame Guri Melby, qui est ministre de l'Éducation et de l'Intégration en Norvège, toute jeune ministre depuis le 13 mars 2020, précédemment membre du comité sur l'éducation de la recherche au Parlement, professeure et conseillère du ministre de l'Éducation. Nous sommes très honorés et reconnaissants d'accueillir la parole de Madame la ministre dans une vidéo qu'elle nous a adressée. Dear ministers and participants, dear organizers of this virtual international conference on early childhood education and care. The COVID-19 crisis has taught us all about the crucial role of kindergartens, child care institutions and schools in the daily lives of our children and of our families all over the world. I am a strong believer of international dialogue and the ambition to learn from each other's experiences. It is all more important during times of crisis. Thank you for this opportunity to say something about the corona situation with regard to Norwegian children and especially early childhood. Myself, I was appointed the Minister of Education and Integration the day after we closed the country down, including our kindergartens and schools, due to the corona outbreak. It has been quite a journey. Throughout this situation, we have based our decisions on advice from experts and available research. We've had a continuous dialogue with stakeholders such as teachers and staff organizations, kindergarten owners, NGOs, and the National Parents Committee. Their advice has been very valuable to us, both dealing with and identifying challenges during the close down, but also when planning and carrying out the controlled reopening. We have truly experienced the importance of collaboration in pursuing measures to safeguard and support our children during this crisis. Closed early childhood institutions and schools are extremely invasive measures for children and for their parents, especially the most vulnerable ones. During the close down, we therefore kept the kindergartens and schools open to children in need of special care. However, not all children and families in need made use of this opportunity. Concern was raised, and behind the decision to reopen, this issue was specifically discussed. There are some indications that children and families with migrant background and in vulnerable situations took longer time to return to kindergartens once it was reopened. The last figures, however, tell us that now more than 90% of the children have returned to the kindergartens. It has been important to put out the message to the public and our families that we are careful and in line with the health advice in the way that we have reopened, and that we continue to monitor the situation, and that we are prepared to act and react if we need to. Guidelines for the organization of the everyday life in kindergartens and schools after reopening, ensuring small and stable groups, and at the same time giving children opportunity for play and interaction, has been both challenging but also helpful for the staff and leaders. The last version of the guidelines is in form of traffic lights, preparing us and the institutions for how to act if a red, yellow or green situation occur in the institution,
locally or nationally. We will use the experience from the spring going ahead, both in how we deal with the COVID-19, but also in what we need to observe and what measures can be effective in ensuring good quality kindergartens and schools for all, and in supporting children and families in vulnerable situations. A cross-sectoral group bringing together different agencies and ministries have been specifically formed to monitor the situation for vulnerable children and youth. Collaboration across sectors are vital. Our schools, teachers, pupils, students and parents have dealt with digital communication and distance teaching and learning. We have also seen good examples from the kindergartens in how they have kept the contact and provided advice and activities for parents and children during close down. We must learn from both the negative and the positive experiences. Research and surveys will tell us more about how children, families, teachers and leaders have been affected by the corona pandemic, both short-term but also longer-term. We are still facilitating in different ways to make sure the loss of progress will not be harsh on our children. Extra funding of both measures and research have been put out. Placing the child's best interest in the center of policies is important. Early childhood experiences lay the foundation for well-being, learning, development and active participation in the society. It takes a village to raise a child, and it takes joint efforts to help overcome some of the challenges this crisis has brought forward. This has been a time with a strong sense of the importance of community effort and clear commitment. Please accept my regrets for not attending the panel discussions. I would have liked to join you, but I hope my input still can be helpful. My ministry will be sure to follow this global virtual conference today and as it continues over the next months. I would like to wish my colleagues from France and Canada the best of luck. Thank you for your attention. Alors nous avons de bonnes ondes du côté de la Norvège et beaucoup de questions de la part du public, avec encore très peu de temps que les ministres peuvent nous accorder. Donc si vous souhaitez regrouper les questions, je pose les deux premières qui émergent pour vous, Monsieur le ministre Adrien Taquet, et je vous les adresse conjointement. La première est celle-ci. Cette crise du Covid-19 révèle des forces et des défis dans notre système d'accueil et d'accompagnement des enfants et des familles. Quel constat souhaitez-vous partager avec nous? Mais vous nous avez déjà donné un certain nombre d'éléments. Et la deuxième, un bon développement des enfants avant 3 ans est la meilleure garantie pour le futur d'une société. C'est ce que nous révèle l'équation de James Heckman, que vous connaissez, prix Nobel d'économie. Plus on investit tôt dans la qualité éducative, plus l'État allège ses dépenses. 1 euro investi, c'est 13 euros d'économiser. L'État va-t-il, en 2020, se doter de moyens significatifs, fixer un cadre, nommer un ministre dédié à l'enfance, de la périnatalité à l'école et inscrire ces 1000 jours comme grande cause nationale? Alors, merci beaucoup, vous m'entendez. Merci beaucoup pour ces questions. Écoutez, avant de vous répondre, commencez par réparer une erreur, si ce n'est une faute de ma part, de ne pas avoir salué Geneviève Avenard tout à l'heure dans mes propos liminaires. S'il en est une qu'il fallait saluer, dont il fallait saluer le travail pendant ces dernières années, alors qu'elle s'apprête avec le défenseur des droits à quitter son poste, c'était bien Geneviève. Et donc, je vais m'excuser auprès d'elle et auprès de tout le monde et saluer une fois encore le travail formidable qu'elle a pu faire ces dernières années. Bonjour Geneviève. Écoutez, oui, je vous ai un peu dit ce qu'il en était sur la crise. Peut-être 3 choses très brièvement. 1, revenir sur la question des violences et ce qui va me permettre de rebondir sur ce que mon homologue Lacombe évoquait tout à l'heure. Je pense
même si je suis effectivement assez fier de ce que nous faisons en France, je pense néanmoins que ce que vous avez observé au Québec est assez similaire à ce que nous avons observé en France. Je me suis probablement un peu mal exprimé. De la même façon comme vous, effectivement, la fermeture des écoles a fait que nous avons perdu nos yeux, puisque là aussi, c'est effectivement là où se détectent les maltraitances en temps normal. Et donc, ce type de ce qu'on appelle, nous, des informations préoccupantes, par ce biais-là, ont effectivement mécaniquement chuté, mais elles ont été compensées en quelque sorte par davantage d'appels de citoyens, de voisins, directement au 119, au numéro de l'appel en danger. Et puis il y a eu un deuxième phénomène qu'on a constaté, sur lequel on doit bâtir aussi en France, c'est une implication bien plus forte des forces de l'ordre, police et gendarmerie, qui pendant cette crise, parce que des directives en ce sens avaient été données par le ministre de l'Intérieur, et ça vaut aussi pour les violences conjugales, se déplaçaient, rentraient dans les familles, prenaient les enfants et les amenaient à l'hôpital si c'était nécessaire. Voilà, donc là aussi une meilleure collaboration des différents services qui interviennent auprès des enfants en danger. Je ne reviens pas donc sur l'augmentation des violences que j'évoquais tout à l'heure et de cette vigilance, néanmoins, moi, à laquelle je veux croire, sur laquelle je veux capitaliser aussi. Alors, deuxième point, peut-être rapidement, peut-être de façon un peu contradictoire ou paradoxale avec ce que je viens d'évoquer, si effectivement, pour un certain nombre d'enfants, la famille a été le foyer de maltraitance ou de violence, pour un certain nombre d'autres, la famille a constitué aussi une valeur refuge. On s'est rendu compte que les dynamiques familiales se sont réactivées, ont été redécouvertes, réinvesties, notamment par le deuxième conjoint, et qu'un certain nombre de nos compatriotes se sont interrogés durant cette période sur l'articulation entre leur vie familiale, leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et je pense que c'est aussi un des enseignements de cette crise et quelque chose à laquelle je pense que croyons, nous qui travaillons un peu sur les 1000 jours, et je pense que la crise nous a en quelque sorte un peu confortés dans cette direction, et ça renvoie à toutes les questions que j'évoquais tout à l'heure relatives au congé de paternité, au congé du deuxième conjoint. Il va falloir en changer le nom, et à la réforme des congés parentaux. Et puis tout dernier point peut-être sur l'aide sociale à l'enfance, plus spécifiquement, en France, ce sont 350 000 enfants qui sont protégés. La moitié sont dans des foyers ou des familles d'accueil. On avait de grandes inquiétudes là aussi sur la façon dont la période de confinement allait se passer. Et alors d'une part, il faut saluer les professionnels de l'aide sociale à l'enfance et globalement les professionnels de la petite enfance qui tous ont fait montre d'une adaptation et d'une créativité et d'un engagement évidemment sans lesquels rien n'aurait été possible. Donc que ça soit l'occasion pour moi aussi de les saluer. Et en fait, il s'est passé un certain nombre de choses peut-être contre-intuitive, en tout cas de mon point de vue, dans les foyers, notamment ce qu'on appelle les foyers de l'aide sociale à l'enfance, sans faire de généralité non plus, et en sachant, évidemment que dans certains endroits, la situation a été particulièrement compliquée et tendue. Néanmoins, un certain nombre de retours qui nous viennent du terrain, des associations, des élus locaux, des professionnels nous disent que dans ces foyers, il y a eu en réalité moins d'incidents qu'en temps normal, c'est-à-dire moins de fugues, moins de violence entre les enfants, moins de violence entre les enfants et les éducateurs. Là aussi, on a redécouvert la relation entre enfants, on a redécouvert ces éducateurs, les éducateurs ont redécouvert les enfants, et tout ça dans un contexte de recentrage sur l'enfant. En réalité, de par le confinement, eh bien, les éducateurs étaient moins à balader, excusez-moi l'expression, l'enfant pour l'amener à l'école, aux soins, chez le juge, bref, dans des endroits où il est nécessaire qu'il aille, mais il y a eu davantage déjà de répit pour les enfants, probablement. Et je pense que c'est un des enseignements. On a un certain nombre d'enfants qui ont connu des maltraitances, qui sont protégés, qui ont besoin probablement d'un peu plus de calme et de répit, en tout cas à certains moments de leur parcours. Et puis un recentrage et davantage de temps passé des éducateurs auprès de l'enfant. C'est des banalités ce que je dis, mais là ça a été de façon assez éclairante et évidente. Et ça, c'est des enseignements qu'on doit retenir aussi pour la suite. Voilà. Et puis des inégalités, des problèmes c'était évoqué tout à l'heure, je crois, par Mme Ramos, de tout ce qui était continuité pédagogique dans ces foyers de l'aide sociale à l'enfance où vous n'avez pas forcément des ordinateurs, etc.
Et là, en France, on avait lancé une opération qui s'appelait Des ordis pour nos enfants, où on a appelé un peu à la générosité publique, et notamment auprès des entreprises qui souvent ont dans leur placard ou dans leur cave des ordinateurs qui en fait fonctionnent très très bien, mais comme on est un peu dans un monde où l'obsolescence est programmée, voilà, et on a appelé à la générosité, on a réussi à obtenir 10 000 ordinateurs, aussi des connexions à Internet, et qu'on a pu voilà, offrir, dispatcher dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, et ça a été un vrai plus. Voilà, sur le deuxième point, bah oui, James Heckman, vous l'avez évoqué, on connaît bien ses travaux, et bon, vous l'avez compris, je crois beaucoup à l'investissement social. Il faut qu'on objective, mais il y a de plus en plus d'études et de recherches qui objectivent effectivement le gain économique qu'un investissement social peut représenter à moyen terme. Et je pense qu'on a besoin de ces données-là, notamment quand nous, les ministres, discutons chaque année avec ce qu'on appelle les budgétaires, avec le ministre de l'économie et des finances notamment, voilà, pour leur montrer que cette dépense pour cette année est en fait un retour sur investissement majeur et conséquent pour les années à venir. C'est tout le sens, je ne vais pas revenir, je vais vous laisser la parole, mais c'est tout le sens évidemment du projet autour des 1000 premiers jours de l'enfant, avec les quelques grandes orientations que je vous ai données, et qui, une fois encore, constituent un des axes importants de l'action du président de la République, puisque c'est un sujet qui, au-delà de moi, et avant moi même, j'ai envie de dire, est porté par le président de la République lui-même, qui croit beaucoup en cette politique. Merci beaucoup, Monsieur Taquet, pour ces questions. Maintenant, à moi d'introduire celle pour le ministre de la Famille, mais je crois par ailleurs que vous avez souligné, c'est important de le rappeler, et c'est pas anodin, l'important, c'est la qualité des professionnels et leur engagement pendant la crise, et je vous remercie beaucoup de l'avoir souligné, parce que nous aussi au Québec, on n'aurait pas été en mesure de relever le défi si on n'avait pas eu toutes ces personnes si engagées. Alors, je vous remercie chaleureusement de leur part pour aussi le volet québécois. Monsieur Lacombe, je dirais de la même manière que Nathalie, donc les deux questions en rafale. Et tout à l'heure, je vous écoutais parler des avantages ou des réussites, mais surtout des travaux qui nous restent encore à faire. Et je pense que cette motivation que nous avons de toujours nous améliorer fait qu'on peut se distinguer au Québec par nos pratiques en petite enfance. Donc, je vous pose en rafale deux questions. Premièrement, sur la qualité de la relation, vous avez légiféré au niveau de l'évaluation de la qualité. On sait que dans cette évaluation-là, la qualité de la relation entre l'éducatrice et l'enfant, l'éducatrice et la famille est importante. On sait par ailleurs qu'on vit actuellement au Québec une pénurie de main-d'œuvre assez importante. Donc, première question, c'est comment se porte la profession d'éducatrice au Québec, et on sait à quel point on en a besoin de ces professionnels. Et la deuxième question, tout à l'heure, vous nous avez bien parlé des territoires qui sont moins bien desservis par nos CPE, entre autres au niveau des enfants à besoins particuliers ou vulnérables. Vous avez commandé un rapport pour mieux comprendre où étaient ces enfants qui sont moins rejoints. Vous avez été nourri de plein de constats. Alors, qu'en est-il au Québec des familles qui sont plus isolées? Je pense que c'est un défi planétaire à entendre les autres interlocuteurs. Alors, où en sommes-nous avec nos tout-petits qui sont à besoins plus particuliers? Fallait bien que ça arrive, n'est-ce pas? Donc, je suis le premier. Toutes mes excuses. Le micro, le micro est ouvert maintenant. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, je répète, je vais y aller rapidement. Peut-être sur la première question, où en est la profession d'éducatrice au Québec? D'abord, elle est très féminine, à 98% au Québec, mais je dirais que c'est toujours un défi de recruter des éducatrices et de convaincre de jeunes femmes et de jeunes hommes aussi, parce qu'on a besoin de modèles masculins, s'il vous plaît, dans nos centres de la petite enfance et nos garderies, mais c'est difficile de convaincre autant les jeunes femmes que les jeunes hommes de s'inscrire en formation pour devenir éducateur ou éducatrice. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs et je ne m'étendrai pas sur ces facteurs-là, mais on a vu que, disons, lorsque un gouvernement fait de la petite enfance une priorité, habituellement,
le nombre d'inscriptions est plutôt à la hausse, ou en tout cas est plus abondant que lorsqu'un gouvernement décide d'en faire une priorité moins importante. Donc, dans les dernières années, il y a eu peut-être il y a eu une baisse, je vous le confirme, d'inscriptions assez importantes dans nos établissements d'enseignement collégiaux où on forme en 3 ans d'études les futures éducatrices, les futurs éducateurs. Donc ça, il y a un défi toujours de valoriser. On utilise souvent ça, la valorisation de la profession d'éducatrice. Je pense qu'on a quand même tout un travail à faire, même si on a un beau réseau, il faut vraiment convaincre davantage de jeunes femmes et de jeunes hommes. La mesure d'évaluation de la qualité, je reviens peut-être là-dessus parce que c'est vrai, il y a toute la notion aussi de la relation entre l'éducatrice et l'enfant. Je pense que la mesure d'évaluation de la qualité, on ne peut pas encore mesurer tous les effets que ça aura, mais je pense, et Geneviève, tu seras probablement d'accord avec moi parce que tu la connais très bien aussi, que ce sera un outil à plus long terme pour nous assurer vraiment de la qualité, non pas de l'installation, mais surtout de l'interaction entre l'éducatrice et les enfants pour nous assurer que ce n'est pas du gardiennage qui est offert, mais c'est un service éducatif à la petite enfance. Donc, la mesure d'évaluation de la qualité, je pense que ça tendra à améliorer la qualité parce que ce n'est pas une mesure qui sera répressive. On n'arrivera pas avec le bâton, ce n'est pas ce qui est prévu actuellement. On arrive plutôt avec la carotte en disant, si vous avez besoin d'accompagnement, d'accord, mais on doit améliorer les résultats. Donc, je ne m'étendrai pas trop. J'aurais plein d'autres choses à vous dire là-dessus, mais je vais essayer d'être cette question-là. Et la deuxième question était sur les travaux, si ma mémoire est bonne, qu'on a commandé. Effectivement, on a un comité conseil à qui j'ai donné le mandat de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour mieux rejoindre les enfants qui actuellement ne sont pas dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. En résumé, on peut parler d'à peu près 20% de nos enfants québécois, de nos tout-petits québécois qui ne sont pas dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Et souvent, je le disais aussi tantôt, c'est ces enfants-là qui en auraient le plus besoin. Donc oui, on offre maintenant la maternelle 4 ans qui sera universelle bientôt pour rejoindre une partie de ces enfants-là, mais il faut aussi en rejoindre une partie pour les inciter à fréquenter les centres de la petite enfance et les garderies. Donc, le comité en question nous a proposé des pistes très intéressantes et je fais le lien avec ce que je vous disais tantôt, notamment d'aller vers les communautés plus défavorisées ou aux endroits où la vulnérabilité est plus présente, d'aller aussi beaucoup vers les nouveaux arrivants au Québec. Donc, nos immigrants qui viennent s'installer au Québec sont, en toute proportion gardée, là, moins nombreux à vouloir obtenir un service pour leurs enfants en centre de la petite enfance. Il y a toute une question culturelle aussi. Je pense qu'on doit bien expliquer ce qu'on fait, on doit bien en expliquer les mérites. Donc oui, il y a plusieurs éléments intéressants, des travailleurs de proximité notamment qui nous ont été recommandés, des alliances locales de bienveillance pour bien coordonner les services qui sont offerts. Donc effectivement, beaucoup de travail qui a été fait par le comité là-dedans. D'ailleurs, le rapport est disponible sur le site web du ministère de la Famille pour les gens qui nous écoutent et que ça intéresse. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous remercions très chaleureusement la participation extrêmement éclairante dans ces regards croisés entre nos ministres en France, au Québec et en Norvège. On entend votre ferme intention de valoriser les métiers de la petite enfance, de grandir en qualité, d'évaluer les impacts et d'investir davantage. Cette session a été d'une grande richesse dans ses apports et ses échanges. Je remercie donc les ministres, Madame Guri Melby en Norvège, Monsieur Mathieu Lacombe au Québec, Monsieur Adrien Taquet en France, Madame Gabriela Ramos, Madame Geneviève Avenard et le docteur Boris Cyrulnik et Geneviève Bellil, les experts et tous les participants de plus de 10 pays. Et je vous invite
à une visite commentée du train Petite Enfance et Parentalité qui va durer 5 minutes. Donc là, vous arrivez sur la plateforme et on peut voir donc ce quai international, faire un tour du monde en 360 degrés, c'est maintenant possible. Souvenez-vous, en novembre 2017, un premier Tour de France avait été possible avec ce train dans 15 villes. 32 000 parents et professionnels étaient accueillis à bord avec nos amis québécois pour partager les dernières ressources scientifiques et pédagogiques sur le développement de l'enfant. Aujourd'hui, un tour du monde est possible avec ce train virtuel et nous avons conservé donc les 5 voitures. La première, Naître et tisser des liens, je vais vous la présenter aujourd'hui, mais aussi la deuxième, Jouer et communiquer, interviendra à la prochaine étape, et puis ensuite Bien vivre le quotidien, Agir tôt, la question des droits de l'enfant et tout un village pour élever un enfant. Ce train a été actualisé avec des contenus à jour, scientifiques, hein, grâce au retour d'expériences partagées entre les professionnels et les parents depuis 3 ans. Donc une voiture sera dévoilée à chaque étape et ainsi, le 20 novembre, nous nous retrouverons tous à Paris pour découvrir la dernière voiture. Donc on a vu des panneaux avec des vidéos actives qu'on pourra vous inviter à découvrir plus tard. Il y a l'expérience de Blackpool en Angleterre et celle de Paris à la Cité des bébés et la Cité des sciences. Et nous enrichirons cette expérience sur le quai au fur et à mesure du voyage du train. Donc je vais vous inviter à bord et vous souhaiter la bienvenue par l'équipe de l'association, mais aussi les membres du conseil scientifique, dont fait partie Isabelle Sfiliosa en particulier, et le Harvard Center of the Developing Child, qui nous adresse un message. Donc sur la vidéo de gauche, voilà, mais il arrive. Warm greetings. Bienvenue, je suis James Cairns, le directeur du programme de l'université. Nous sommes heureux de vous retrouver avec nous sur ce train virtuel, qui est une partie du congrès international sponsorisé par l'OCDE sur la petite enfance. Merci de votre soutien et de nous inviter. Nous savons que construire un mouvement global pour aider is challenging for many reasons. Not only do we work in different languages and different cultural contexts, but we come to the work we do speaking the language of different disciplines and different sectors, which often makes it difficult for us to identify shared goals. Voiture qui est naître et tisser des liens, et puis ensuite traverser un espace tout à fait inédit, mais que pour ceux qui sont déjà montés dans le train de novembre 2017 connaissent, l'espace in utero. Vous rentrez à hauteur d'enfant, à naître. Ce sont les débuts de tout. Et vous percevez ce que perçoit le fœtus in utero. Lorsque vous revisiterez le train, vous entendrez la perception des pulsations cardiaques. Et vous vous rendrez compte que la vie du dehors est déjà très présente. Donc on sort de cet espace et là on découvre une série qu'on appelle la série verte sur le développement du cerveau. Là c'est l'enfant qui nous parle et Isabelle nous adresse un message sur le développement du bébé et puis on chemine dans le train pour découvrir la série bleue avec des vidéos exploratoires et des panneaux sur en particulier l'impact du développement, l'impact de l'environnement sur le développement de l'enfant, mais aussi des messages très forts sur le pot à pot, l'attachement dont parlait Monsieur le ministre tout à l'heure. Donc on chemine toujours dans le train, on peut zoomer sur l'ensemble des panneaux et puis découvrir ces thématiques. Il y a toujours la possibilité d'aller plus loin avec des liens interactifs. Ici, on découvre les pleurs de bébé avec la possibilité de les entendre
et de mieux répondre aux besoins de ces bébés qui expriment des besoins. Ensuite, voilà, on découvre les derniers panneaux de prévention et une vidéo podcast avec notamment Rob Hall qui a travaillé au Tavistock Portman Trust avec John Bowlby, un échange absolument passionnant que ne manqueront pas, j'imagine, les professionnels de l'enfance. Donc on va faire un dernier tour d'horizon des panneaux et puis s'arrêter sur les panneaux de vidéo qui renferment une très précieuse contribution du Harvard Center of the Developing Child. Nous vous présentons des vidéos exceptionnelles pour une plongée fascinante dans le cerveau et le développement de l'enfant au tout premier temps de la vie. Et puis une vidéo de la série 10 mois avant la naissance pour bien faire le lien entre ce que nous dit la science et la vie quotidienne. Voilà, un petit zoom sur la balance. C'est vraiment notre mission en tant que parents et professionnels de l'enfance de veiller toujours à cet équilibre entre les facteurs de risque et les facteurs de protection dont nous a parlé Boris Cyrulnik tout à l'heure. Vous trouverez cette balance à la fin de chaque voiture et à la fin du trajet du train, du retour du train le 20 novembre, eh bien, nous ferons ensemble le bilan de ces facteurs de risque et de ces facteurs de protection en fonction des thématiques de chaque voiture, parce que c'est notre mission d'accompagner les enfants sur le chemin de la vie. Merci beaucoup pour cette première visite virtuelle et vous pouvez revisiter le train à tout moment quand vous venez sur l'esplanade. Maintenant, nous vous invitons à nous retrouver dans le Web Campus pour prolonger les échanges entre nos avatars. Merci infiniment.